Le petit David, c'est un sacré personnage, le petit David. C'est un coquin, le petit David, à la base. C'est un coquin et c'est un petit garçon qui est né dans le centre de la France, dans une ville qui s'appelle Châteauroux. Et c'est un petit garçon, j'étais un petit garçon, qui n'a jamais été heureux en fait. J'ai pas une vie malheureuse à proprement dit, mais je me suis jamais senti heureux, je me suis jamais senti à ma place. Et j'étais un garçon, moi, très introverti, toi, très isolé. Je jouais tout seul dans ma chambre. J'avais très peu d'amis, je n'étais pas un garçon populaire. J'avais des amis, mais pas beaucoup. Et j'avais ce besoin en fait de me retrouver seul avec moi-même parce que j'étais bien avec moi-même. Il y a toujours eu quelque chose en fait qui n'était pas en place et je n'ai jamais été moi-même en fait quelque part. Et j'ai eu une éducation assez simple, très autoritaire. Mon papa a un parcours par sa famille qui est assez particulier et beaucoup d'autoritarisme. Il y a eu un drame familial du côté de mon papa qui a posé les bases quelque part de ce que j'ai pu vivre, de l'éducation que mon père nous a donnée, mon frère et moi. Et une éducation en fait où on ne nous apprend pas à réfléchir, on ne nous apprend pas à... Alors c'est au contraire, je viens de dire une bêtise. Il nous a appris à réfléchir, à nous servir de notre tête et à nous pousser en fait à être très vite autonome, autodidacte et être très indépendant. Et notre papa ne nous a pas poussé à être heureux, mais il a exigé de nous en fait qu'on réussisse dans la vie. Et en fait, il nous a coupé de notre centre émotionnel et de ce qui était bon pour nous. Beaucoup d'autorité, c'est pas un papa qui était très... c'était un gentil papa, je ne vais pas dire que j'ai eu un méchant papa, mais beaucoup d'autorité et une violence verbale. Moi, mon père me tétanisait lorsque j'étais enfant, il était très autoritaire. Et lorsqu'il criait, je me mettais en pleurs et vraiment j'étais tétanisé. C'était vraiment de l'autoritarisme, mais une grande violence verbale. Et en fait, ça a posé, si tu veux, en moi la posture d'un petit garçon qui est face à son père et qui n'ose pas dire non, qui n'a surtout pas le droit de désobéir et qui va faire ce qu'on lui demande. Et ça, pour moi, ça a été compliqué, arrivé à l'adolescence, de mettre face à mon père, parce que cette éducation, en fait, je n'en voulais plus, cette autorité, je n'en voulais plus. J'ai eu cette envie de me dire, mais ce que tu me demandes, ça ne me correspond pas, quoi. C'est là, ça vibre pas, et moi, je ne suis pas ce que tu me demandes, et je veux pas c'est pas ce que je veux vivre. Et ta manière d'être, elle ne me plaît pas. Parce que quelque part, mon père nous a, sans le vouloir, et c'est très bienveillant, c'est vraiment pour nous protéger, c'est vraiment un papa qui nous aime, tous les deux, avec mon frère, mais qui, en fonction de ce que lui a vécu, a pensé qu'il était bon pour nous de recevoir cette éducation. Sauf que ce n'était pas cette éducation que moi je voulais. Et je ne veux pas être mon père, moi je veux être moi. Je veux être le petit David ou le grand David. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être l'image de mon père. Je ne veux pas être une photocopie de mon père. Même si physiquement je ressemble beaucoup. Là aussi il n'y a pas de hasard. Et si tu veux, quand tu arrives à l'adolescence et après en tant que jeune adulte, c'est compliqué de te confronter à quelqu'un que tu ne veux pas être ou tu es en désaccord. Et mon père, tu es d'accord avec lui ou alors tu prends la porte quelque part. T'as pas le choix en fait. C'est une autorité et vraiment, il nous a imposé son autorité. Et moi, à 18 ans, j'ai fermé la porte et je me suis barré, quoi. Donc je suis parti chez ma mère. Et après est venu, si tu veux, tout un cycle où ma vie a un petit peu valsé et c'est là où j'ai pris ma vie en main. Moi, j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai pas passé le bac, je me suis arrêté avant le bac parce que j'ai jamais été fait pour les études, ça ne me plaisait pas. Mon père m'a demandé de faire les études de comptabilité que je n'ai pas choisies, que je n'aimais pas, même si je me débrouillais pas trop mal. C'était pas ce que je voulais et je suis vite parti à l'armée. J'ai passé un diplôme de maître chien, où là j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Et c'est moi qui a fait ce choix. C'est je quitte l'école parce que je n'aime pas l'école. À mon époque, il y avait le service militaire obligatoire, donc je suis parti à l'armée parce que c'était une étape obligatoire avant de pouvoir travailler. J'ai eu la chance de devenir maître chien. Après, j'ai travaillé dans le civil en tant que maître chien. Et le jour, en fait, bizarrement à mes 18 ans, où je me suis coupé de l'autorité de mon père et que j'ai choisi ce que moi j'ai envie de faire et ce qui vibrait ici, j'ai toujours fait des choix en fonction de ce que j'aimais faire. Plus de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'on attendait de moi, mais toujours des choix de cœur. Et j'ai souvent changé de métier ou changé de boîte aussi dans le même métier, parce que ça ne me plaisait plus, parce que je n'étais plus forcément en accord avec ce que je pouvais vivre. Et tant que j'ai aimé faire les métiers que je faisais, je les ai continués, et tant que j'étais en accord avec la société qui m'employait, ou le patron qui m'employait, je restais avec. Mais le jour où ça ne vibrait plus, je partais. Et j'ai toujours fait mes choix en fonction de ce que j'aimais. Et j'ai souvent déménagé aussi. Je déménage tous les 3-4 ans, c'est cyclique, parce que j'aime bien le changement. Et je fais en fonction de ce que j'aime. Et ça a changé ma vie en fait. Toi, de faire des choix en fonction de ce que tu aimes et pas en fonction de ce qu'on attend de toi.
Il y en a plusieurs, mais toi, spontanément, la première étape qui ressort, c'est lorsque j'étais fonctionnaire. On m'a mis au placard, pour être gentil. Et en fait, ça a été extrêmement violent pour moi parce qu'on m'a accusé de quelque chose dont je n'étais pas coupable. Et en fait, on ne m'a pas laissé l'opportunité de m'expliquer. Donc pour moi, ça a été... on m'a condamné sans me laisser le droit de me défendre. Et ça a été extrêmement violent, extrêmement rapide. Et c'est vraiment une injonction qui est tombée du ciel, en tout cas de la hiérarchie, et qui a dit, bah... Tu es quelqu'un de mauvais, tu as fait quelque chose de mal, tu es quelqu'un de mauvais et on te punit. Et pour moi, ça a été extrêmement violent. J'ai fait une dépression, je faisais des crises d'angoisse. Et en fait, je suis sorti de la fonction publique et à l'époque, on m'a dit, j'avais 24 ans, on m'a dit, mais David, t'es fou, t'as un travail à vie, t'as la retraite assurée, tu peux pas quitter la fonction publique. Sauf qu'on me mettait au placard, on m'accusait de choses et vraiment qui étaient abracadabrantes. Et sans cette possibilité d'exprimer, c'est vraiment le premier qui parle, qui a raison, et tu arrives derrière pour essayer de te défendre, et en fait, on t'écoute pas. Donc c'est extrêmement violent, et en fait, on m'a retiré ma capacité de penser. J'ai fait un petit peu un comeback, là, comme avant avec mon père, qui m'obligeait à être ce que lui voulait que je sois. Et un petit peu, je retrouve une autorité hiérarchique qui, là aussi, me juge, me condamne, et on me laisse penser que j'ai fait quelque chose de mal, et sans vouloir être vulgaire, que je suis qu'une merde. Et pour moi, ça a été extrêmement violent, en fait, je me retrouvais face à moi-même, dans une scène de vie qui était extrêmement désagréable, en me disant, en fait, je ne suis rien, je suis bon à rien, et là, c'est la décrépitude. Et là, tu n'as qu'une chose, c'est tu arrives au fond de la piscine, et tu as une chose, tu te noies, ou alors, tu mets un coup de pied, c'est l'impulsion qui te manque là, et tu remontes. Et la première étape, en fait, qui a marqué ma vie, en tout cas professionnelle et personnelle, ça a été ça, ça a été l'extermination, quelque part, hein. C'est vraiment, parce que c'est un peu comme ça que j'ai vécu, hein, c'est vraiment une mort, hein. C'est-à-dire qu'on on te fait sortir d'un rôle, on te met au placard, on te détruit psychologiquement, émotionnellement, et on te laisse penser que tu es qu'une merde. Donc c'est vraiment c'est une mise à mort quand même. Et là, tu n'as qu'une chose, c'est pouvoir te relever et t'en sortir. Et c'est là où je suis parti, j'ai changé, donc j'ai quitté la fonction publique. À l'époque, je vivais sur Bourges. Et le réflexe du petit David, hein, ça a été d'aller chercher sans me rendre compte, et ça je l'ai compris plus tard inconsciemment, j'ai été chercher le réconfort de ma grand-mère maternelle, qui est l'un des piliers de ma vie, qui a marqué mon existence spirituellement et émotionnellement et matériellement parlant, terrestrement parlant, pardon. Et donc je suis monté à Paris chez ma grand-mère, et là je me suis lancé dans la restauration, alors que je n'avais jamais travaillé dans la restauration, un choix du cœur. Et voilà, il s'est passé quelque chose où je me suis à nouveau tourné vers l'amour de ma grand-mère, l'amour de moi, l'amour propre, et il a fallu me reconstruire, l'intégrité. Et j'ai passé 10 ans de ma vie en fait à montrer à la terre entière que je n'étais pas qu'une merde, et que j'étais capable de réussir quelque chose, et que je pouvais faire quelque chose, et que j'étais surtout quelqu'un de bien. C'était un peu montrer patte blanche, et je suis quelqu'un de bien, et je n'ai rien fait de mal, et aimez-moi quoi. Parce que derrière c'est aimez-moi. J'ai vraiment rien fait de mal. Et au bout de 10 ans, je me suis réveillé parce que j'étais vraiment une machine de guerre. Je n'étais pas un carriériste, mais la carrière pour moi était devenue hyper importante et je devais absolument réussir ma carrière pour réussir ma vie. Donc j'ai passé 10 ans de ma vie à être un robot, une machine de guerre. Je travaillais 14 heures par jour, 5 jours par semaine. J'ai très vite eu des postes à responsabilité où j'ai géré des restaurants. Après, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai fait de la formation, j'ai fait plusieurs postes. Et j'ai eu ce besoin voilà, d'avoir ce semblant de réussite sociale et de montrer en fait à tout le monde, voilà, je suis responsable. J'ai pas fait de longues études, mais j'ai des postes à responsabilité. J'ai géré jusqu'à 23 personnes, des centres de profit, où tu gères des centaines de milliers d'euros par an. Et en fait, voilà, j'avais ce besoin d'exister au milieu de la société. Et au bout de 10 ans, tu travailles, en fait, tu te dis, mais c'est quoi ma vie, quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, parce que l'homme, en fait, il est vide. Émotionnellement, il est vide. Et puis quand tu passes beaucoup de temps à bosser, ta vie privée, elle en prend un coup. Ce qui fait que ma vie privée, je l'ai mis de côté. Et elle n'était pas importante à l'époque. Et au bout de 10 ans, tu travailles en te disant, mais voilà, j'ai réussi professionnellement. Mais en fait, c'est parce que je veux, quoi. Parce que là, c'est mort, en fait. Ça vibre pas et j'ai rien... en soi, j'ai rien réussi. J'ai montré aux autres que je pouvais réussir, mais je ne me le suis pas montré à moi. Et là, il y a eu une deuxième étape, mais c'est pas aux autres. Tu dois montrer que tu es quelqu'un de bien, c'est à toi. Et là, ma vie a pris une tournure différente. Et je me suis tourné vers des métiers, sans m'en rendre compte, mais ça aussi, je l'ai compris avec le recul. Je me suis tourné vers les autres. À l'époque, je voulais devenir infirmier. Mais il fallait avoir le bac, et passer le bac, c'était pas pour moi. Je voulais pas remonter dans les études, moi qui n'ai jamais été scolaire. 3 ans d'études pour devenir infirmier, avoir le niveau bac, c'était pas possible. Donc je me suis dit, pourquoi pas être soignant? Mais voilà, ça ne correspondait pas non plus. Donc du coup, je suis parti dans la formation, j'ai bifurqué
comme ça tout doucement vers des métiers en fait, où je me suis tourné vers l'autre. Et voilà, sans me rendre compte, ma carrière en fait a pris une vie différente et l'homme que j'étais à l'époque s'est tourné aussi vers les autres, mais vraiment sans en avoir envie. Ça s'est fait naturellement par les concours de circonstances. Et l'une des étapes, pour pas dire la grande étape de ma vie, c'est le décès de ma grand-mère qui a eu lieu, c'était dans ma 30e année. Et il faut savoir que, je le disais tout à l'heure, hein, j'ai eu deux vies, une vie cartésienne, une vie spirituelle, et dans ma vie cartésienne, j'étais comme saint Thomas, je ne croyais que ce que je voyais, je ne croyais en rien. Là aussi, c'est l'éducation de papa, les croyances de papa que j'ai reçues. Et un homme très ancré, voilà, qui avait ses propres croyances, qui ne croyait pas en la médiumnité, je ne savais pas que ça existait, je ne m'étais jamais posé de questions. Et lorsque ma grand-mère est décédée, donc j'avais 30 ans, je me suis retrouvé seul face à son corps, et sans savoir pourquoi, j'ai levé les yeux au ciel, dans la pièce, c'est un peu comme si je la cherchais en disant « Mamie, s'il existe quelque chose de l'autre côté, j'aurai un message de ta part, c'est obligé. » On s'aimait tellement tous les deux, que s'il existe quelque chose, tu reviendras me voir. Si j'ai pas de message de ta part, je saurai que de l'autre côté, il ne se passe rien. C'est pas possible que la mort coupe ce lien d'amour comme ça, et cette reliance qu'on avait tous les deux. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi tu dis ça, David? Enfin, c'est pas un questionnement que j'avais pu avoir à l'époque, ça m'intéressait pas, et ça m'a vraiment surpris en me disant, mais t'es con, pourquoi tu dis ça, quoi? À quoi ça sert, quoi? Et sur le coup, voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. J'en ai pas tenu compte, et bizarrement, quelques mois plus tard, au fil des années, mamie est venue. Plusieurs fois, me donner des messages, dont une fois, je me rappelle très bien, c'est très marqué, hein, je le raconte aussi dans mon livre, hein, elle est venue me réveiller en pleine nuit, j'ai entendu sa voix, elle m'a appelé David, sa voix était différente, mais c'est l'émotion que j'ai reçue et ça m'a réveillé, il y avait vraiment quelque chose de très intérieur, et même si sa voix était différente, je savais que c'était elle. Et là, ça a marqué quelque chose en moi en me disant, mais c'est elle, je sais que c'est elle, c'était obligé que ce soit elle. Mais comme je dormais, je me suis dit, en tant que garçon, c'est un peu, j'ai mis ça sur le compte du hasard, et tant que j'ai mis ça sur le compte du hasard, si tu veux, ça n'a pas, la médiumnité n'a pas pris sa place. Et j'ai fait grandir le hasard en fait. Et une autre étape importante dans ma vie, c'est lorsque j'ai vendu ma première maison, une femme qui s'appelle Christine, on s'est revus 1 an et demi ou 2 ans après, je crois. Alors que lorsqu'on vend une maison, on n'est pas destiné à créer un lien d'amitié avec quelqu'un. Mais à la vie, on a décidé autrement. Et il était écrit autrement même, j'ai envie de dire. On s'est revus et en fait, elle m'a initié à la méditation, pardon. Elle m'a parlé des guides de lumière, elle m'a parlé de plein de choses. Et là, j'avais 39 ans à l'époque, lorsque j'ai rencontré Christine. Et en fait, il y a eu comme un comeback. Je suis revenu 9 ans en arrière, où lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'ai fait cet acte de foi. Quelque part, je me suis tourné vers l'autre côté sans y croire et sans vouloir obtenir quoi que ce soit. J'ai dit, mamie, c'est là, on va se revoir, c'est obligé, quoi. Et là, il y a le petit David qui est revenu, soit l'enfant intérieur, avec toute sa candeur, sa spontanéité, l'amour qu'il portait pour sa grand-mère, parce que ma grand-mère était... Et l'un des piliers de ma vie, ça a été une source d'inspiration, une source d'amour. C'est la mamie parfaite. J'avais une grand-mère parfaite, pleine d'amour pour ses petits-enfants. J'étais son chouchou, il fallait le dire à personne, mais tout le monde était au courant et c'était ok pour tout le monde, quoi. Il n'y avait aucune jalousie, 4 petits-enfants, mais elle nous traitait tous les 4 pareil, mais j'avais ce lien, cette singularité qui nous liait tous les deux, qui était vraiment très particulier. Et c'est vers elle que je me suis tourné, et très vite elle est arrivée, qu'au bout de mois... méditation après méditation, au bout de mois, mamie est arrivée et voilà, là ça a été une étape importante, c'est retrouver l'amour de ma grand-mère. Au-delà de me relier à l'au-delà, c'est retrouver cette source d'amour que j'avais perdue 9 ans auparavant et ça a changé ma vie, quoi. Et lorsque tu as une preuve comme ça, de l'au-delà, de la vie après la mort, ou de la vie dans l'après-vie, la vie après la vie, pardon, lorsque tu ressens quelque chose qui vient du cœur, là c'est une preuve. Il y a beaucoup de gens qui veulent des preuves, parce qu'on leur raconte des choses, parce qu'elles veulent savoir des choses, mais lorsque tu le ressens dans l'intérieur et que c'est ton cœur qui te ramène à ce que tu as perdu 9 ans en arrière et à cet amour que tu avais lorsque tu étais enfant, tu ne peux pas te tromper. On peut se mentir, on peut s'illusionner avec la tête, mais ton cœur, il ne te mentira jamais. Et lorsque tu as une émotion qui remonte comme ça, là, tu es touché par quelque chose qui reste en toi et qui te porte pendant des... C'était bientôt il y a 10 ans, et c'est toujours autant présent de toi dans mon cœur. Il n'y a pas de mots d'ailleurs pour expliquer ce que tu ressens, c'est vraiment, ça se vit de l'intérieur, il faut vraiment le ressentir de l'intérieur. Mais ça m'a transcendé, ça a tout décongestionné, ça a fait tomber toutes les croyances, et là je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il existe vraiment quelque chose. Et là je suis parti comme un enfant, à vouloir découvrir le monde de la spiritualité, à m'enrichir de ça, et pas à... Toi, j'avais pas ce désir de devenir médium, ça ne m'intéressait pas, je me fichais de la médiumnité, moi je voulais retrouver mamie
Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mes guides, voilà, il s'est passé plein de choses. Ça m'a ouvert la conscience, ça m'a ouvert le cœur, ça a changé l'homme que j'étais. Et c'est là où j'ai pris ma place en fait. J'étais enfin moi-même. Cette partie de moi qui me manquait depuis que j'étais gosse, ce mal-être que j'avais en moi, ce retrait que je pouvais avoir face à la société, face à plein de choses, être en complètement décalage avec ce que je pouvais vivre, ça a pris son sens en fait. Et j'ai enfin compris qui j'étais et j'utilisais en fait les 100% de l'homme que j'étais, dans ma globalité, dans mon entièreté. Et ça a changé ma vie quoi. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas que je suis à ma place dans ce que je fais, dans ce que je peux exercer, c'est dans qui je suis. Je sais que je suis pleinement moi-même. Parce qu'il y avait cette minorité qui était en moi, qui était latente, que je n'utilisais pas. Et avec le recul, j'ai compris que j'avais toujours été médium. Mais comme c'était loin des croyances de mes parents, on ne m'a pas permis de le développer, on ne m'a pas permis de mettre le doigt dessus, j'ai toujours mis ça sur le hasard. Et en fait, toute ma vie, j'avais des flashs. Toute ma vie, je me suis connecté aux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, très souvent, je m'étais en retrait, parce que je souffrais de ce que je pouvais percevoir et vivre dans des situations face à certaines personnes. Et en fait, tout s'est imbriqué. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, et j'ai enfin compris qui j'étais. Et là, sans que ta vie, elle soit extraordinaire, parce qu'à cette période de vie, j'avais plus grand-chose, j'avais plus de métier, j'étais célibataire, j'ai failli me retrouver SDF, j'ai tout ce qu'on appelle une mémoire de l'âme en psychologie ou dans le monde spirituel. En fait, on te diminue de tout pour te reconstruire derrière. Et c'est l'une des plus belles périodes de ma vie, c'est d'être enfin moi-même, sans rien posséder, sans rien de savoir. C'est un enfant qui arrive sur Terre et qui est vierge de tout, et tu as juste à emmagasiner de nouvelles informations. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore toujours, 10 ans après, c'est de t'enrichir de nouvelles expériences, de lâcher ses croyances, ce que tu sais, ou ce que tu crois savoir, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste, d'enjoué, de déterminé, justement, à toujours vouloir faire plus, à vouloir montrer à la terre entière que j'étais quelqu'un de bien, à vouloir à ce qu'on m'accepte et à être aimé. J'étais optimiste, mais je n'avais pas d'espoir, parce que j'étais dans la contrainte de me faire accepter par les autres, et je n'étais pas dans cet espoir de quelque chose de meilleur pour moi. J'étais dans cette contrainte de faire quelque chose de meilleur pour les autres et en fonction des autres. Et lorsque j'ai retrouvé ma grand-mère, cet amour qui est présent en nous, c'est l'amour de la source, c'est l'amour inconditionnel, j'ai compris ce que c'était que l'espoir, et que l'espoir, je pense qu'il s'accompagne de la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne possèdes rien, tu n'as rien, tu ne sais rien, mais tu as cet espoir qu'un jour ça aille mieux, qu'un jour tu t'enrichisses de quelque chose et que tu sauras ce que tu ne sais pas aujourd'hui et que tu posséderas ce que tu ne possèdes pas aujourd'hui, mais sans vraiment savoir ce que c'est. La médiumnité, elle t'informe de ton avenir, elle t'éclaire de ta vie. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est bien connu ça. Et nous les médiums, on ne sait pas tout de nos vies. Et parfois dans les consultations, on ne peut pas répondre à toutes les questions, parce qu'il y a des choses qui doivent être cachées, voilées, parce que ça pourrait nous desservir de savoir ce que l'on va vivre 10 ans en avance. Et que dans les expériences par lesquelles on passe, dans ces enseignements, parfois on tombe, et que le fait de tomber, on ne va pas nous le dire, parce qu'il faut se relever. Et c'est ça qui est important, c'est pas de tomber, c'est de se relever justement. Et toi, si on m'avait dit ce que je vivrais aujourd'hui et qui je serais, et c'est pas dans la possession de quoi que ce soit, c'est dans l'enrichissement personnel, dans ce que je suis aujourd'hui, si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Et j'ai rien d'exceptionnel, il n'y a vraiment rien de... C'est juste ce que tu peux ressentir dans l'intérieur, mais c'est au-delà de mes espérances. Et c'est vraiment cet espoir de je sais pas ce que j'aurai, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais je sais que ça va bien se passer. Et je pense que ça doit s'accompagner de la foi. La foi, c'est d'avancer à l'aveugle, je ne sais pas où je vais, mais j'ai foi en l'univers, je sais que l'univers me guide là où je dois aller, sans que moi je le sache. Tant que tu sais où tu vas, c'est pas de la foi, c'est la confiance en toi, c'est l'optimisme, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas de la foi. La foi, on se branche dessus lorsqu'on ne sait pas où on va. On se remet à quelqu'un d'autre, un GPS. Je ne sais pas où je vais, mais je me laisse guider par le GPS. Un ami, un thérapeute ou un guide. Et c'est là où j'ai compris ce que c'était que l'espoir, c'est je sais que ça ira bien. Je le sais. Parce que tu es guidé par l'amour. Et quand tu le ressens à l'intérieur, là, cet amour, et ici, pas là, c'est pas un amour mental et conditionné, mais quelque chose d'inconditionnel, de spontané, et ça s'accompagne toujours d'un bien-être. Parce que l'amour, il n'est pas là pour nous faire souffrir. L'amour, il est là pour nous rendre heureux. Mais le véritable amour.
Pas la dépendance affective, pas les relations toxiques, pas les peurs. Et cet espoir, pour moi, il s'accompagne de la foi, et il vient de l'amour. Et on n'a pas besoin de savoir. L'espoir, en fait, il n'est pas utile quand tu sais où tu vas. Quand tu es sûr de réussir quelque chose. Il est là quand tu ne sais pas où tu vas et quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu n'es pas sûr. C'est là où on a besoin d'espoir. Qu'il vienne de l'autre ou qu'il vienne de toi. C'est des gens qui peuvent t'insuffler de l'espoir. T'inquiète pas, ça va y aller, ça va aller, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Crois en toi, ça te donne de l'espoir. C'est utile, mais le seul espoir qui compte, c'est celui qui vient de toi. C'est je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux le faire, je sais que je suis quelqu'un de bien. Parce que quand tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu sais forcément que ça va induire de bonnes actions. Ce que l'on vit aujourd'hui est un peu comme une centrifugeuse qui va faire ressortir de nos vies, de nos personnalités, tout ce qui gêne, comme la centrifugeuse qui va essorer la salade. On est en train de nous essorer. La pandémie actuelle, le Covid, les confinements, toutes ces périodes que l'on vit depuis quasiment 2 ans, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler une humeur de l'âme planétaire ou collective, pour exulter le négatif en soi et pour nous pousser à aller chercher la lumière qui est en soi et nous pousser à changer. Et la nature humaine, par définition, par habitude, je ne sais pas, mais ne changera uniquement quand c'est le bordel, quand ça ne va pas, et quand on a mal, quand on souffre, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon l'homme, en fait, il ne change pas, et je pense qu'il a raison, il profite. On est là aussi pour profiter de ce qui va bien, et tout ce qu'on vit est là pour nous pousser à changer, et heureusement qu'on doit changer. Parce que si l'homme ne changeait pas depuis des millénaires, on serait toujours à l'état de Cro-Magnon, quoi. Et aujourd'hui, on va vers autre chose, on va vers un nouveau paradigme depuis 2012, la 5e dimension. Quelque chose de différent où nous serons tous médiums et guérisseurs. Donc il faut évoluer. C'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une grande période de bouleversement et de changement. Mais on doit changer de comportement. C'est d'abord un changement intérieur pour qu'ensuite ce changement se manifeste à l'extérieur. C'est la règle de la physique quantique. Ce qui est présent à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. D'ailleurs, nous créons ce que nous pensons. C'est Bouddha qui le dit. Nos pensées créent le monde. Nous sommes donc ce que nous pensons. Et c'est là où il faut soigner ses pensées. Attention à ce que l'on pense. Si on pense qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, on peut entreprendre n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Par contre, si on pense que l'on peut y arriver, là, ça va impulser une énergie différente et tu retrouves un élan de création, de positivité, d'optimisme, d'espoir, de tout ce qu'il nous faut pour être créatif. Donc il faut souvent soigner ses pensées. C'est aussi l'aliment spirituel. Je pense ce que je dis, je fais ce que je dis. Et c'est aussi ça, la vie, toi, c'est rire. Savoir rire de soi, l'autodérision, et puis pas se prendre au sérieux. Ça fait du bien de se dire, je me suis planté et je rigole. Qu'est-ce que je fais justement de ma boulette, de mon erreur, du fait d'avoir, ça m'arrive souvent dans mes vidéos, ça, de prendre un mot pour un autre. Des fois, je me réécoute, je dis, putain, mais t'as dit une connerie, David. T'as inversé les mots autres, ta langue a fourché. C'est pas grave, je laisse. Alors des fois, je m'en rends pas compte. Et des fois, je me rends compte, je dis, c'est pas grave, c'est moi en fait. Et il n'y a pas à tenir rigueur justement de la perfection, il faut toujours tout bien dire, tout bien faire. Et si t'as pas la hauteur, c'est pas grave, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais en fait. Tu fais ce que tu peux et comme tu peux le faire. Et elle est là l'authenticité, la vulnérabilité, dire je suis pas parfait. Et c'est ok quoi, c'est ok. Chacun fait ce qu'il peut comme il veut et comme il peut le faire surtout. Et du coup, dans cette peur de mal faire, de dire aux gens ce que l'on pense et ce qu'ils pourraient aussi, ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce que c'est aussi ça la vie, c'est dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, pas rentrer dans un mensonge ou entretenir quelque chose qui pourrait leur faire défaut. Et c'est parfois compliqué d'être authentique avec les autres. Encore faut-il être authentique avec soi pour être authentique avec les autres. Et toi, moi par exemple, je porte la blessure de culpabilité qui me pousse ou qui crée la peur de mal faire. J'ai très longtemps eu la peur de mal faire. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et en fait, ça te pousse dans un perfectionnisme, à tout bien faire, à tout cadenasser, à contrôler. Et je pense qu'il faut se détacher de cette peur de mal faire, parce que tant que tu es dans la peur de mal faire, tu es conditionné par ta peur et tu n'es pas du tout authentique. Alors que si je suis pleinement moi-même, je vais apporter ce que l'autre a besoin d'être. Ce qu'il a besoin de recevoir, ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que le bout de salade qui est entre les dents, c'est intéressant de l'enlever tôt ou tard, pour ne pas être ridicule toute la journée. Et si j'ai peur de mal faire,
ou d'être désagréable, je ne vais pas lui dire à la personne. Bah c'est idiot. Autant lui dire parce qu'elle a besoin de l'entendre. Donc il faut que je dépasse ma peur de mal faire pour être pleinement moi-même et dire mais la chose la plus simplement possible. Et parfois on fait des grandes phrases parce qu'on a peur de, toi, la peur de blesser, la peur d'être maladroit, la peur de mal faire en tout cas pour moi. Et c'est idiot parce qu'on ne peut pas mal faire. On fait ce qu'on doit faire. Maintenant, ce qu'on doit faire n'est pas toujours en résonance avec ce que la personne s'attend à ce qu'on en fasse. C'est comme dans un couple. C'est compliqué de s'entendre, de s'harmoniser dans le couple. Au début, c'est simple. Tout est beau. On est toujours amoureux au début, en règle générale. Le couple se construit. Tout est beau, rose et merveilleux. Et avec le temps, on se rend compte que l'autre a des défauts, que l'autre n'est pas parfait et que ce qui en apparence nous a séduit devient parfois un peu compliqué à gérer. Les sportifs, souvent les hommes ont une passion comme le sport ou la guitare, toi qui prend beaucoup de temps. Au début c'est séduisant, le mari est rugbyman ou footballeur, il a une super silhouette, ou alors il joue de la guitare. C'est assez séduisant, quelqu'un qui joue de la guitare, encore moi je trouve, j'aime bien cet instrument de musique. Et si cette passion prend beaucoup de temps sur le couple et après sur les enfants, sur la vie familiale, la femme va dire à son mari arrête ta passion, arrête ton sport, arrête de jouer de la guitare et occupe-toi de toi, occupe-toi de moi, occupe-toi des enfants, occupe-toi de la maison, occupe-toi du jardin. Et en fait, on enlève la source d'épanouissement à son partenaire et c'est l'amour est soumis à condition. En fait, on enlève les sources d'épanouissement à l'autre. À la base, c'est chouette de rencontrer quelqu'un qui a une passion et on partage sa passion et après, au fil du temps, cette passion, parfois, elle devient un poids. Mais non. C'est une source d'épanouissement. J'ai besoin de mon sport, j'ai besoin de jardiner, de bricoler, de voir mes amis, de passer un moment avec moi, de lire, d'écrire, de peindre. Les artistes vont passer beaucoup de temps dans leur créativité, mais c'est ce qui les rend heureux. Et si la personne elle est heureuse, elle est capable d'être heureuse en couple. Et si on le laisse sur d'épanouissement, elle va perdre son bonheur, son équilibre, et forcément dans le couple, ça va se ressentir. Et là, l'autre, il va reprocher à son partenaire ou sa partenaire d'avoir changé. Oui, mais c'est toi qui m'as demandé de changer. Il ne faut plus que je fasse mon sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu m'enlèves ma source d'épanouissement, donc forcément, il y a un changement. C'est comme quand on va arrêter de fumer. Quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer, souvent son partenaire lui dit « Ah, t'es con, tu t'énerves trop, reprends la clope, reprends la cigarette. » Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour ça qu'il faut savoir être soi-même et laisser les autres être soi-même. Ce qu'ils peuvent être. Ce qu'ils ont envie d'être. Il ne faut pas les pousser. C'est comme une fleur, on est dans la nature aujourd'hui, une rose qui va commencer à éclore, il faut la laisser éclore. Si on force l'éclosion, la rose elle va se faner, elle va se détruire. Il faut laisser la maturation, la gestation de la nature et même de nous. 9 mois pour faire un enfant, il n'en faut pas 6 une fois de plus. Et s'il nous faut du temps pour changer, pour évoluer, il faut qu'on prenne le temps. Tout comme cette crise mondiale qu'on traverse actuellement, on a besoin de temps. Il faut mettre des choses en place, pour ou contre le vaccin, le masque, les confinements autres, c'est pas le discours, mais on est obligé de tester, de tenter des choses. Si on ne fait rien, les choses vont s'aggraver, bien ou mal. Qui peut le dire d'ailleurs? Peut-être prendre du temps aussi du recul sur ce que l'on vit aujourd'hui, parce que dans 20 ans, on saura ce qu'on a réussi ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire ce qu'on a réussi? Est-ce que c'est utile? C'est peut-être trop tôt. Je suis intimement convaincu, toi, que l'homme a perdu ce qu'il est fondamentalement. La nature humaine, un être humain, il s'est coupé de ses émotions. La société nous conditionne à avoir peur du manque et de plein de choses. Et on nous demande toujours d'avoir plus et de faire mieux. Quel que soit le travail que l'on ait, le patron, la société monte le level là aussi à toujours faire plus. Et tu as eu 18 sur 20, mais tu peux aussi avoir 20 sur 20, quoi. Et une fois que tu auras 20 sur 20, tu n'auras peut-être plus à avoir une mention excellence ou autre. Et c'est là il faut revenir aussi à ce que l'on est capable de faire et à revenir à ses émotions et à retrouver sa nature humaine. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de revenir à soi, de ce qu'on est capable de faire et de ce que l'on ressent. On a tendance à être guidé, pour ne pas dire téléguidé par la tête et par les peurs, parce que les peurs proviennent toujours de notre mental et de notre ego, et que nos émotions sont véhiculées, gérées, émises par le cœur. Il faut revenir à ce qu'on ressent, à son corps, à son cœur, à ce qu'on ressent. On a tous des ressentis, pas besoin d'être médium professionnel pour être guidé et avoir des messages de l'intérieur et savoir ressentir ce qu'on
ressentir les choses et ce vers quoi il est bon d'aller et ce qu'on est prêt à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour sortir de la période dans laquelle on est, il faut revenir à soi, se couper de la société. D'ailleurs, le confinement, la grande particularité du confinement, c'est de rester confiné, de rester en famille, ou pour ceux qui sont seuls, de rester seul. Mais c'est pas de rester seul, c'est de revenir à soi. Et de recréer un espace beaucoup plus intime et revenir à ce que nous sommes fondamentalement des êtres humains et pas des robots, quoi. Donc je pense que l'une des clés du changement, c'est de revenir à soi, pour créer ce changement intérieur, une fois de plus, il y a un changement extérieur. C'est qu'est-ce que toi tu as besoin, de quoi tu manques, de quoi tu as peur aussi, et qu'est-ce que tu aimes. C'est toutes ces clés, c'est tous ces indicateurs, c'est des panneaux de direction, hein. La peur, elle peut te conditionner, elle peut te bloquer, elle peut te figer, tout comme elle peut te sécuriser. Si j'ai peur de ne pas y arriver, je vais faire en sorte d'y arriver justement. Je vais préparer le terrain et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc la peur peut te permettre de réussir, tout comme elle peut te figer et te bloquer. Et si tu écoutes tous tes états intérieurs, quels qu'ils soient, que tu aies peur, que tu sois triste, que tu sois heureux, mais que tu écoutes tes émotions, tes sentiments, tes peurs, tes doutes, ça c'est une source d'information qui est extrêmement riche et on a tendance en fait à se tourner vers les autres. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Dis-moi là, qu'est-ce que je fais parce que je suis en panique et je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais vos amis, suivant leur vie, suivant leur caractère, vont vous pousser à passer à l'action ou vont vous pousser à ne pas faire. C'est les conditions extérieures. Donc revenir à soi, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, écoutez les peurs, les doutes et les émotions. Et chaque émotion qui ressort est là pour t'apporter quelque chose. L'émotion est une messagère qui est en train de te montrer ce que tu vis. Avant même de savoir où aller, c'est qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Parce que c'est bien dans le présent qu'on crée l'avenir. C'est pas dans l'avenir qu'on va créer l'avenir, c'est dans le présent. Et si je suis bien dans mon présent, je vais avoir les idées claires déjà, et j'aurai des pensées positives pour créer le monde de demain. Donc il est intéressant de revenir à soi, dans mon instant présent, c'est comment je me sens. C'est le matin quand tu te lèves, comment tu te sens. Si tu te sens mal parce que tu as mal dormi, que tu as mal à la tête, ou que tu as un truc qui vient, parce que parfois dans la nuit, il y a l'inconscient qui vient travailler, ou les guides qui viennent nous apporter les messages. Donc ça peut aussi conditionner ton réveil. Mais c'est quoi le premier état dans lequel tu te sens? Et si tu te sens bien, tu te lèves du bon pied et ta vie va être chouette. Ta journée en tout cas va être chouette. Ou elle va te pousser à faire quelque chose de positif dans l'état intérieur. Et si tu es mal luné, qu'est-ce qui te chagrine là? Et c'est aussi ça la vie, hein. La vie, c'est pas toujours, tout n'est pas rose et ça peut pas toujours bien aller. C'est l'impermanence de la vie, c'est les vicissitudes. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est l'histoire du jour et de la nuit, quoi. On a besoin des deux. Quand il fait chaud, on a besoin du froid pour nous rafraîchir. Et quand il fait froid, on a besoin de la chaleur pour nous réchauffer. Donc on a besoin des deux. Et si on nomme le bien et le mal différemment, comme le jour et la nuit, ça va colorer nos journées différemment. Donc tout ce qui te chagrine, tout ce qui te pèse, est là pour t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que si tu vas pas bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une colère qui n'est pas exprimée, il y a un conflit avec ton conjoint ou avec tes enfants ou ton patron qui n'a pas été exprimé et qui vient te polluer, et c'est parce qu'il n'est pas travaillé. Donc en fait, tu as une émotion qui remonte et qui te met dans un état pour pouvoir travailler quelque chose. Et il est là le développement personnel. Et on n'a pas toujours besoin de quelqu'un. L'autonomie, savoir travailler seul, et là je peux m'en sortir seul, et c'est aussi savoir solliciter quelqu'un, c'est-à-dire que là je reconnais mes limites et j'ai besoin de quelqu'un. Et je pense que dans son développement personnel, on a tous besoin d'un thérapeute. On a besoin de soi, de revenir à soi, d'écouter nos messages, là, nos émotions, nos peurs, nos doutes, de lâcher tout ce qui nous freine, et aussi de se reposer sur quelqu'un. Et quand on va au cœur de soi et aller toucher ses émotions les plus profondes et ses peurs les plus anciennes, ses blessures les plus anciennes également, on ne peut pas faire ça tout seul. Parce que là, ça brase l'émotion qui est... Quand tu souffres 40 ans de la blessure de l'abandon, de la peur du rejet, ou de je sais pas quoi, de la culpabilité, c'est compliqué d'y aller tout seul, quoi. Et on a besoin de quelqu'un. Et là aussi, je crois qu'il faut savoir revenir à soi pour mieux se tourner vers les autres. Parce que seul, on n'ira pas... On n'ira pas loin, je crois, et c'est l'une des choses que la période que l'on vit nous montre aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est très clair depuis plusieurs années. C'est la fraternité, la solidarité, et c'est d'avancer ensemble, et c'est la tolérance. Aujourd'hui, je trouve que dans notre propre tolérance, dans la tolérance que l'on a à vivre les choses, dans j'accepte ma vie quelle qu'elle soit et telle qu'elle est,
Qu'est-ce que je suis capable d'accepter et qu'est-ce que je suis capable de tolérer aujourd'hui dans ma souffrance, dans comment je m'éloigne aussi des autres pour ne pas souffrir, parce qu'on a tous des protections. Et c'est qu'est-ce que je tolère chez l'autre. Je tolère pas que mon conjoint soit pas comme ci, pas comme ça, qu'il me comprenne pas, qu'il m'accompagne pas, qu'il fasse pas ça, je comprends pas, c'est pas normal. Il m'aime pas, elle m'aime pas. Ah, c'est pas qu'il ou qu'elle nous aime pas, c'est qu'elle n'est pas en capacité de faire autrement, parce que elle, cette personne, il y a quelque chose là qui n'est pas en place, et elle ne peut pas faire plus. Et parfois, on va rentrer dans le reproche. Mais c'est donc être plus tolérant envers soi, beaucoup plus tolérant envers les autres. J'accepte, je m'accepte tel que je suis, je ne suis pas parfait, et c'est ok. L'autre n'est pas parfait non plus, mais je l'accepte dans son imperfection. Et je fais preuve de tolérance, et tolérance les uns envers les autres. Et arrêter de se diviser là, pour ou contre le vaccin, pour ou contre la gauche, la droite. Les inégalités sociales, les religions, les couleurs de peau, les frontières qui nous divisent et qui nous parquent dans des boîtes. Et c'est là, quelles que soient nos croyances, on n'a pas besoin d'être pareil. Mais l'ego parfois va nous pousser à vouloir que les autres soient comme nous, à ce qu'on pense tous pareil. Mais le monde, il ne tournerait plus rond si on était tous pareils, qu'on pensait tous la même chose. On ferait tous le même métier, ce qui serait catastrophique. S'il n'y avait que les agriculteurs, bah, il va manquer le meunier là pour transformer la farine, ça ira pas. Il va manquer un truc, il faut des boulangers pour faire du pain. Donc on a besoin de tout le monde. On ne peut pas tous être médecins, on ne peut pas tous être avocats, on ne peut pas tous être médiums, ce serait le bordel. Donc on a besoin d'être tous différents pour avancer ensemble. Encore faut-il accepter les différences de l'autre, et ça se retrouve dans le couple, dans le métier, dans une entreprise. Si on était tous patrons, il n'y aurait pas d'employés, la société ne tournerait pas rond. Et on ne peut pas tous être employés, parce qu'il faut bien une tête pour penser, pour créer quelque chose, et aussi pour unir. Donc nos différences sont là pour nous rassembler, en aucun cas pour nous les unir. Donc on est la même couleur de peau, la même religion, les mêmes idées politiques, la même orientation sexuelle ou pas. C'est pas là pour nous diviser, au contraire, c'est là pour faire émerger l'acceptation, la tolérance, l'indulgence, la fraternité et la solidarité. C'est-à-dire que tu as besoin de moi, je suis là, je te tends la main et je ferai tout ce que je peux, le temps que je peux le faire. Et le jour où je te lâcherai la main, c'est pas que je t'aime plus, c'est pas que je ne veux plus de toi, c'est pas que je... C'est juste que j'ai autre chose à faire. Et autre chose à faire, c'est parce que j'ai besoin de m'occuper de moi. Je suis à bout de souffle, à bout de force, et je ne peux plus te porter. Puis tu as besoin aussi de te porter tout seul. C'est aussi ça. Donc il faut qu'on avance ensemble et arrêter de vouloir être tous pareils. Et la nature, une fois de plus, elle est vachement bien faite. Nous sommes des hommes, des femmes, il y a des petites tailles, de grandes tailles, opulentes ou pas, et des couleurs de peau différentes. Et la mixité, elle est super enrichissante. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait le mix de ces religions, de ces couleurs de peau, le métissage, c'est magnifique. Quand on voit les enfants métissés, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis, quoi. C'est magnifique. Et c'est là qu'il faut créer un monde nouveau. Et c'est là où il faut qu'on change. Dans nos perceptions, dans nos croyances, et arrêter de vouloir que tout le monde soit pareil. Et avoir peur aussi que l'autre vient vers toi pour te prendre quelque chose. On a toujours peur de perdre quelque chose, de perdre sa liberté. C'est l'actualité, ça, la perte de liberté. D'avoir peur que l'autre vienne te prendre quelque chose, te déposséder ou te accaparer aussi ton savoir. Si on ne possède rien en fait. Tout ce que l'on a, on est là pour le partager. Et on est aussi là pour transmettre. Que ce soit une richesse intérieure, une richesse intellectuelle ou émotionnelle ou matérielle, on est là pour partager. Toi, dans cette mixité, dans ces inégalités sociales, culturelles et autres, ce qui est dommageable, je trouve, c'est qu'il y a des gens sur Terre qui soient extrêmement riches et des gens qui soient extrêmement pauvres. Parce qu'en soi, comme disait Louis de Funès dans La folie des grandeurs, les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. C'est une grosse connerie. Et les riches, s'ils sont riches, c'est pour rétribuer leur richesse. C'est pour en profiter. S'ils sont riches, c'est parce qu'au niveau de l'âme, ils sont venus expérimenter la richesse. Alors oui, pour profiter de leur richesse, mais peut-être aussi pour expérimenter la générosité. C'est-à-dire que tu es riche pour partager tes richesses. Et au niveau des pactes, pas des pactes, des engagements que l'on a, des enseignements que l'on vient de vivre sur Terre, peut-être que quelqu'un qui vient expérimenter la générosité passera par être extrêmement riche. Et dans cette richesse, il a le choix de devenir extrêmement généreux ou alors de tomber dans l'avarice et dans la cupidité. Donc s'il arrive à être généreux dans sa richesse, l'enseignement sur la générosité, par exemple, est validé, il peut passer à autre chose. Et si en étant extrêmement riche, il n'arrive pas à être généreux, il reviendra dans une vie différente où il sera extrêmement pauvre. Et aujourd'hui, on le retrouve souvent, ce sont les plus riches, les plus pauvres, les plus démunis, qui font preuve de la plus grande générosité.
Donc au niveau de l'âme, peut-être que pour venir vibrer, expérimenter la générosité, tu passeras par un cursus extrêmement riche ou alors un cursus extrêmement pauvre. Donc il ne faut pas toujours s'arrêter à ce que l'on vit, mais à qu'est-ce que ça te permet de vivre et qu'est-ce que ça t'apporte. Donc en soi, les riches, les pauvres, ils sont là pour vivre ensemble en fait. Et si les gens arrêtaient d'être cupides et d'être dans l'avarice et partager leur richesse, ils seraient toujours autant riches parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui n'ont pas assez d'une vie pour tout dépenser. Par contre, ce serait intéressant qu'ils donnent à ceux qui n'en ont pas. Et c'est là où c'est dommageable, c'est qu'il y a des gens qui soient très très riches et qui restent très riches, et que les gens qui soient très pauvres restent très pauvres. Donc Louis de Funès avait tort, mais ce n'est qu'un film. Et quand tu l'écoutes, cette phrase, c'est les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Mais c'est un riche qui dit ça, parce qu'un pauvre ne te dira pas ça. D'ailleurs, les pauvres se sentent rarement pauvres, d'ailleurs, parce qu'ils sont pauvres d'argent, mais ils sont riches de cœur, ils sont riches de plein de choses, et ils sont extrêmement généreux, et ils partagent tout. Je ne sais pas si tu as vu, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, Terre inconnue avec Vianney, qui est parti dans les tribus Afar, et tu as Oumed, le chef de la tribu, qui les accueille, qui dit « Depuis que je partage tout, je n'ai jamais manqué de rien ». Et la tribu Afar, toi, c'est une tribu qui vit en Éthiopie, ils n'ont même pas l'eau courante, il faut qu'ils créent des espèces de puits, d'aller creuser la terre pour aller chercher dans la lave, en fusion, pour récupérer de la ils font condenser l'eau en fait pour récupérer de l'eau potable. Donc c'est extrêmement compliqué. Ils vivent de rien, c'est des nomades. Ils n'ont même pas de terre, ils vivent vraiment en autarcie dans une petite partie de l'Éthiopie. Et un chef de tribu qui ne possède absolument rien et qui te dit « Mais depuis que je partage tout, je n'ai jamais manqué de rien ». Voilà ce que c'est que la générosité. Et en fait, on a peur parfois de manquer. Et c'est pour ça que les gens ne partagent pas. J'ai peur de manquer, la peur du manque. La peur de ne pas y arriver, on en a parlé, mais la peur de manquer. Et tu manqueras de quoi, Tu ne peux pas manquer. Ce que tu as, c'est que tu en as besoin. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Et si tu pars de ce principe, en fait, dans ta vie, il ne te manque rien, Il n'y a pas de souci. C'est comme des fois, toi, les gens sont célibataires et ils sont amoureux de quelqu'un. Et ils aimeraient être avec la personne. Et comme ça ne se fait pas, pour des raisons X ou Y, en fait, il faut un blocage là-dessus. Et je suis tellement amoureux de lui ou d'elle, il faut un focus et ils portent toute leur attention sur cette personne. Mais cette personne, elle n'est pas bonne pour elle. C'est pas cette personne qui leur convient. C'est l'histoire du pot. La métaphore n'est pas terrible, je suis désolé, c'est pas très joli, mais c'est l'histoire du pot et du couvercle. Tu prends un couvercle qui ne va pas avec le pot, tu as beau le tourner dans tous les sens et le forcer, ça va abîmer le pas de vis. Ça n'aboutira jamais, ce ne sera pas hermétique. Le pot, ça va l'abîmer, il ne trouvera jamais son couvercle. Et le couvercle, ça va l'abîmer, il ne trouvera jamais son pot. Ça marche, c'est parfait, ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Et quand la personne, elle ne vient pas avec toi, c'est parce que ce n'est pas la personne de ta vie, donc il ne faut pas faire un blocage. Le métier aussi. Tu passes un entretien, en apparence, c'est le boulot de tes rêves. Tu bosses 3 jours par semaine, tu as payé 3 000 € par mois, et le patron, il est super sympa. Donc en apparence, c'est vraiment le boulot de tes rêves. Donc tu fais tout pour avoir ce boulot, et plus que deux en liste, et manque de bol, le patron, c'est pas toi qui choisis. Pourtant, c'était le plus sympa. Mais c'est pas toi qui choisis, j'en choisis un autre. Et là, c'est la grosse déception. Et tu restes focus sur ce poste que tu n'as pas eu. Mais c'est pas le tien. Si tu ne l'as pas eu, c'est que déjà, il était fait pour quelqu'un d'autre, parce que c'est l'autre personne qui l'a eu, et te dis pas la personne a été meilleure. Elle avait des aptitudes, des capacités qui étaient différentes, et ça s'adaptait beaucoup plus par rapport au poste. Donc si ce poste, c'est elle qui l'a eu, c'est qu'il était fait pour elle, et si tu ne l'as pas, c'est qu'il n'était pas fait pour toi, même si en apparence il était idyllique. Donc il y a deux cas de figure, tu fais un focus sur ce que tu n'as pas eu, et là tu n'avances pas, ou alors tu vas chercher autre chose, et là tu rebondis. Ok, c'est pas le boulot de mes rêves, c'est pas la personne de mes rêves, mais si c'est pas elle, si c'est pas ce poste, c'est pas cette personne, c'est qu'il y a forcément autre chose qui t'attend. Et il faut aller vers ça. Si tu restes sur place, il ne se passe rien. On n'a pas toujours cette capacité, toi, de savoir rebondir. Il faut savoir se relever. Et c'est en se relevant qu'on fait nos muscles, comme l'enfant qui apprend à marcher. Il est bien là le premier apprentissage de la vie. C'est un enfant, avant d'apprendre à marcher, il va apprendre à tomber. J'accepte de ne pas y arriver, j'accepte de ne pas assez fort, de ne pas avoir mes muscles, de ne pas savoir, parce que j'apprends, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est ça la définition de l'apprentissage, c'est j'apprends quelque chose que je ne sais pas faire. Donc il y a peu de chances qu'il arrive du premier coup. Et on a le droit d'y arriver en plusieurs fois. Et l'apprentissage de la marche, on apprend d'abord à tomber. J'accueille dans ma couche culotte, là. C'est confortable de tomber sur sa couche culotte. Et c'est le premier enseignement de la vie, qui fait qu'avant d'arriver à faire quelque chose, tu vas tomber. Ce que certains appellent un échec. Et pour d'autres, ils vont appeler ça un apprentissage. C'est-à-dire que je vais me relever, et c'est en me relevant que je vais faire mes petits muscles pour pouvoir apprendre à marcher. La résilience, la détermination, la volonté.
Et l'enfant, c'est comme ça qu'il apprend à marcher. C'est d'abord en tombant et ensuite en se relevant qu'il fait ses muscles. Parce qu'à la base, l'enfant n'a pas de muscles. Donc s'il ne se relève pas, il ne peut pas faire ses muscles. Donc il faut savoir tomber pour pouvoir faire ses muscles dans un second temps, qui dans un troisième temps va t'apprendre à marcher. Et ce que l'homme va vouloir, l'ego va vouloir, c'est d'abord apprendre à marcher, savoir marcher. Mais pour savoir marcher, il faut savoir tomber, pour se relever et faire ses muscles qui va te permettre de marcher. Et l'enseignement de la vie, il fonctionne comme ça. Et ce premier enseignement de la vie te montre tout ce que l'on vit aujourd'hui, actuellement. Sauf qu'on l'oublie, par quoi on est passé. Et toi, ce qu'on retrouve derrière, dans l'image du muscle, ce qu'on retrouve derrière, ce qui se cache derrière, c'est nos ressources. Parce que c'est les muscles, c'est les muscles de la cuisse, du mollet, l'ossature aussi qui va se mettre en place. Parce qu'un enfant qui n'a jamais marché, le squelette et les muscles de l'enfant ne sont pas adaptés ou n'ont pas encore la forme qu'il faut, n'ont pas évolué pour pouvoir lui apporter la marche. Et donc ce petit muscle que l'enfant a, c'est aussi les ressources. Je parlais de résilience, de détermination, de volonté, de se dire ok, je suis tombé, et puis l'enfant il n'est pas dépité, il ne se dit pas j'y arriverai jamais, il se relève. Et c'est la première chose qu'il fait d'ailleurs. Avant de se dire j'y arriverai pas, dans sa petite cervelle, dans son petit cœur, il ne se dit pas j'y arriverai pas, spontanément il se relève. Et dans la vie, il faut savoir aussi que lorsque l'on tombe, lorsqu'on n'obtient pas quelque chose, c'est juste pour se relever, et que dans ce moment où on se relève, où on dépasse nos étapes de vie, on développe des ressources. L'enfant développe ses muscles, mais nous on développe nos ressources. La confiance en soi, la foi, l'espoir, la résilience, l'amour de soi, l'estime de soi. Ça aussi, on en manque cruellement, je trouve, d'estime de soi et d'amour de soi. Parce que quand on est petit, en fait, on ne nous apprend pas à aimer. On conditionne à aimer. C'est l'histoire du Papa Noël. Si t'es pas gentil, Papa Noël ne passera pas. Donc ça te laisse penser que tu pourrais mal faire. Et si tu fais mal, on ne t'aimera pas. Et tu ne seras pas récompensé. Donc tout petit, en fait, on soumet l'amour à condition. Et à récompense. Notion de chantage. C'est les conditionnements, c'est attention de bien faire et attention parce que tu pourrais mal faire. Et si tu fais mal, je ne t'aimerai pas et en plus je vais te punir. C'est l'histoire du châtiment divin. Si vous n'êtes pas gentil, vous irez en enfer, vous n'irez pas au paradis. Savoir que l'enfer et le paradis n'existent pas, ce sont des plans de conscience plus ou moins élevés en fonction de l'évolution de l'âme. Mais l'enfer et le paradis n'existent pas. Par contre, les religions, quelles qu'elles soient, je pense qu'elles ont toutes le même discours. Elles nous poussent à bien agir en fonction de certaines règles, certains écrits, et qui nous laissent penser qu'on pourrait mal faire, et qu'il faut absolument faire d'une manière ou d'une autre. Et si on ne rentre pas tous dans le même moule, et qu'on n'est pas tous pareils, c'est pas bien. Je crois aussi qu'il faut savoir aussi ne pas reporter l'éducation qu'on a reçue. Et savoir se défaire de ce que l'on a vécu pour offrir le meilleur en fonction de soi et en fonction de ses capacités. Et permettre à l'enfant de ne pas perdre sa spontanéité, son naturel et sa pureté. Il faut savoir que le mental et l'ego apparaissent vers l'âge de 6, 7, 8 ans, on va dire c'est plus c'est 7 ans je crois, et que c'est là où les premières peurs, les premiers doutes vont apparaître. La Terre est une planète de troisième dimension, une dimension de matière où il y a la dualité. Je dois faire des choix. J'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur, je suis prêt, je suis pas prêt. C'est la troisième dimension qui nous permet d'incarner la dualité et on doit traverser la dualité, faire appel au libre arbitre. Donc les 6 premières années de sa vie, l'enfant est complètement spontané. Et l'enfant n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas encore son mental et son ego qui ont fait leur apparition. Du coup, il n'a pas ce libre arbitre et cette capacité de faire des choix parce qu'il est quelque part éduqué par ses parents et ça perdure après 6 ans, la notion d'être éduqué par les enfants, par les parents pardon, et d'être conditionné par l'éducation que nos parents souhaitent pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de laisser justement ce naturel et la capacité à l'enfant de choisir par lui-même et en fonction de l'expérience. C'est-à-dire qu'il doit expérimenter quelque chose pour savoir si c'est bon ou pas pour lui, s'il est capable ou pas. C'est l'exemple, et après c'est comment dire, c'est la bienveillance et c'est l'amour que chaque parent va porter à son enfant qui va empêcher l'enfant de faire sa propre expérience. C'est l'histoire du four qui est chaud ou de la bougie qui va brûler. Tous les parents, on l'a tous entendu, plutôt en tant qu'enfant, on a tous entendu dire « touche pas la bougie, tu vas te brûler, touche pas le four, c'est chaud ». Et tant que papa et maman sont là pour nous interdire et pour nous protéger dans cette interdiction, de ne pas toucher le four ou la bougie, pour pas qu'on se brûle, c'est pour nous protéger. Mais ça nous empêche de savoir ce que c'est que le feu et la chaleur et la brûlure.
Et tant que le parent est là, l'enfant ne touchera pas le four ou la bougie. Mais qu'est-ce qui se passe dès que le parent n'est pas là? L'enfant va mettre le doigt sur la flamme ou sur le four, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il passe par l'expérience, l'enfant. Il va savoir ce que c'est que la brûlure. Et dans cet enseignement de qu'est-ce que c'est que la brûlure, je sais que c'est chaud, je sais que ça me fait mal. Donc je n'y retournerai pas sur cette source de chaleur, parce qu'elle me fait mal. Au début, elle m'attire, elle me fait du bien, cette source de chaleur, elle est jolie à regarder, ou elle réchauffe la pièce, mais si je m'y approche de trop près, elle me brûle. C'est un enseignement, je sais ce que c'est que la brûlure, je me tiens à distance de cette zone de chaleur qui me fait du bien ou qui pourrait me faire mal. C'est là quelque chose à tempérer dans ce que la vie nous offre. L'enfant va se brûler, il va se faire mal, il va faire l'expérience de la chaleur, mais et également l'expérience de la guérison et du froid. C'est l'eau froide, on va passer son doigt sous l'eau froide, ou le bisou magique de maman, qui va faire du bien, et on va expérimenter la guérison, par le froid ou par l'amour de maman. Mais on a besoin de ça. Si l'enfant ne va pas toucher le chaud, il ne va pas expérimenter le froid. Et dans tout ce que l'on vit après, on a besoin de toucher quelque chose pour expérimenter son contraire. C'est là où on retrouve la dualité aussi. Pour lâcher une peur, on est obligé de s'y confronter. On ne peut pas les chasser les peurs, sinon elles reviennent et elles grandissent. Le seul moyen de libérer une peur, c'est de s'y confronter. Et le seul moyen de guérir une blessure, c'est de venir la toucher, la caresser, pour la cicatriser. C'est l'histoire lorsqu'on se fait mal. Dans les années 80, dans ma génération, lorsqu'on se faisait mal, on mettait un produit qui faisait mal. Ça arrivait avec, je me souviens, c'est pas l'Al90, mais c'était de l'eau oxygénée. Tu te rappelles de l'eau oxygénée? Ouais. Moi, quand je me faisais mal, j'étais tombé par terre, j'avais le genou qui saigne, donc tu as mal parce que tu t'es fait mal, et tu vas voir maman pour qu'elle te soigne, et là en fait tu ne veux pas y aller parce qu'elle va mettre de l'eau oxygénée sur ta blessure, et ça va te faire encore plus mal. Donc tu préfères rester avec ta petite blessure plutôt que d'aller voir maman qui va te soigner. Mais ça peut s'infecter, ça peut s'aggraver, et ça peut être compliqué. Sauf, alors que si tu vas voir maman, avec son oxygéné, ça va guérir. Mais on va venir caresser la blessure. Les blessures émotionnelles, c'est la même chose. Si on reste dans son coin parce qu'on a peur que ça fasse plus mal, on ne va pas les cicatriser, on ne va pas les guérir. Donc il faut s'y confronter, il faut venir les caresser pour mettre un baume, un pansement, quelque chose, un bisou magique, pour les guérir. Donc on n'est pas là pour souffrir, on est là pour guérir. Et c'est là aussi, toi, dans la nature humaine, on a tendance à porter son attention sur la souffrance et pas sur la guérison. Sur ce qu'on n'a pas, au lieu de ce qu'on a, et à ce qu'on voudrait et ce qu'on ne possède pas, ce genre de choses. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il ne faut pas faire un focus sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on voudrait. C'est qui tu es, qu'est-ce que tu as aujourd'hui. On a plein de sources de bonheur. Soit une maison, un métier, une famille, des amis. On a tous quelque chose dans la vie qui nous permet d'être heureux et d'être bien. Sauf que les peurs, les manques, les envies, les autres, la comparaison, si parfois on souffre de la comparaison, on va faire un focus sur ce qu'on n'a pas. Non, ici et maintenant, tu as plein de choses qui vont faire que tu vas bien. Cette journée, on est bien dehors, là, il fait beau, il fait bon, c'est agréable. Pourquoi penser à demain? Est-ce que demain il va pleuvoir ou pas? On n'en sait rien, on s'en fiche. Aujourd'hui, je profite de ma journée, d'être avec toi, d'échanger, de partager quelque chose. Et c'est ça qui est riche, c'est de partager, de transmettre quelque chose. On a tous quelque chose à transmettre. Quel que soit notre niveau d'études, notre niveau de conscience, notre âge, on a tous quelque chose à apprendre. C'est riche de regarder un enfant. Parce qu'il t'apprend énormément de choses, il te rappelle qui tu as été, ce que tu as perdu en chemin, parce qu'on perd plein de choses en chemin. Donc c'est autant riche de regarder un enfant, autant riche de regarder une personne âgée, dans sa sagesse, dans l'expérimentation de ce qu'elle a, dans ce qu'elle t'apporte, donc plus jeune, plus âgé. Les différences, hein. C'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est différent de toi, parce qu'il t'apporte quelque chose que tu n'as pas. Alors que si tu parles avec quelqu'un qui a le même cursus que toi, il va juste te parler de ce que tu sais déjà, puisque vous avez le même cursus. Donc ça ne sert pas à grand chose. Elle est là, la diversité, elle est enrichissante. Et on doit épouser nos propres différences dans ce que l'on n'est pas, dans ce qu'on n'a pas encore, dans ces imperfections-là, et épouser les différences des autres, pour qu'on crée une harmonie. C'est l'histoire du yin et du yang, la complémentarité. On ne nous demande pas d'être pareil, on nous demande d'être complémentaires, et de se rassembler par nos différences, et de ne pas rentrer en contradiction et dans les conflits, dans les combats. Je trouve que toi, il est intéressant d'aller revendiquer. La France, on a un karma de coupeurs de tête, de révolutionnaires. C'est intéressant de faire changer les choses, mais c'est comment on fait changer les choses et qu'est-ce qui nous habite, quelle est l'intention et l'énergie qui nous habite. Et c'est dommage d'aller manifester contre quelque chose. Pourquoi on n'irait pas manifester pour quelque chose? Et pourquoi on va manifester dans la colère, dans la revendication?
énergétiquement parlant, c'est très bas les manifestations, les grèves et les gilets jaunes, aujourd'hui pour ou contre le vaccin. Je trouve, même s'il y a des mouvements pacifistes, il y a toujours des casseurs qui s'accompagnent des grèves, et ça on ne peut pas rien on peut pas y faire grand-chose, quoique on pourrait manifester différemment. Mais les énergies sont extrêmement basses parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de ras-le-bol. Et oui, il y a un ras-le-bol général, bien sûr, mais est-ce qu'on est besoin d'aller le mettre dans la rue et de créer un égrégore comme ça de ras-le-bol? Et c'est peut-être pas la meilleure manière d'obtenir quelque chose. Moi, si on vient me voir avec plein de colère et plein de haine, je vais dire, bon bah, on va voir quelqu'un d'autre, parce que là, c'est... sans rejeter la personne, hein, c'est pas ce que j'ai envie d'obtenir. Passer de la pommade non plus, ça va pas le faire. Maintenant, c'est de rentrer en relation et d'exprimer quelque chose calmement et de constructif. Et on a tendance à détruire l'autre, à toujours être dans la destruction de l'autre ou de ce qui existe. Mais on n'est pas obligé de détruire, on peut bâtir sans détruire. Parfois il faut détruire un monument, une maison, pour pouvoir reconstruire dessus. Mais on peut aussi laisser les ruines et construire à côté. On n'est pas obligé d'être toujours dans la destruction. Tu vois, ce qui est enrichissant dans ce que l'on vit, dans ce qu'on partage tous, là, dans nos expériences de vie, et quels que soient nos métiers, quel que soit notre âge, notre sexe, où qu'on vive, on a tous quelque chose à partager. Et l'espoir, c'est aussi ça. C'est de pouvoir s'inspirer les autres. Et lorsque tu vois quelqu'un réussir, ça donne envie de faire pareil. Pas la même chose, mais pareil dans la réussite. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussit va te montrer que toi aussi tu peux réussir. Ce que certains font va juste te montrer le potentiel des autres. C'est-à-dire que si moi j'y arrive, bah, tu peux aussi y arriver. Mais à ta manière, à ton rythme, dans ce que tu vis, c'est pas faire la même chose. C'est juste, voilà, si j'ai réussi à faire quelque chose, c'est que toi aussi tu peux réussir ce que toi tu as envie de faire. Encore faut-il que tu choisisses. Parfois on a tendance à attendre des autres qui nous aident. Oui, on nous accompagne, mais on ne va pas faire pour nous, quoi. Et il faut savoir s'inspirer les autres. Et que la vie est une source d'inspiration. On a tous des mentors, on a tous des modèles, des gens qui sont inspirants, des gens qui sont charismatiques, soit un grand-père, un père, un frère, un ami, quelqu'un qu'on voit à la télévision. Il y a plein de gens qui vont nous inspirer. Et ça aussi, c'est une source d'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vie, elle est telle qu'elle est. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? C'est soit que tu vas la maintenir et tu vas l'entretenir, et quelqu'un qui est malheureux, bah, il sera toujours malheureux, parce qu'il ne va pas impulser ce qu'il faut pour mettre le coup de pied au fond de la piscine, à se lamenter, à dire ok, je suis malheureux et j'étais malheureux toute ma vie. Bah, c'est pas une raison, quoi. C'est ce que tu as envie que ça cesse, ou tu veux l'entretenir. Moi, je peux dire que j'ai été malheureux jusqu'à 38 ans. Même s'il y a eu plusieurs périodes dans ma vie, comme lorsque j'ai quitté la fonction publique, où je me suis dit je suis malheureux, je vais m'en sortir. Mais encore derrière, je n'étais pas heureux. C'est le jour où j'ai découvert qui j'étais que j'ai été heureux. Et si ça je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire, à un âge différent, d'une manière différente, avec un parcours différent. Et c'est là qu'il faut s'inspirer les autres, et c'est une source d'espoir. Si quelqu'un est capable de sortir de la situation qui ne lui plaît pas, et qu'il est capable de devenir créateur de sa vie, c'est qu'il te montre ce que toi tu es capable de faire. Bah, fais-en autant. Mais à ton rythme et à ta manière. Et c'est ça qui est riche. C'est voilà. En soi, la vie est une vitrine. Tu passes dans une rue, tu rentres dans un magasin ou dans un autre et tu achètes ce que tu as envie d'acheter en fonction de tes moyens. Ben, la vie, c'est ça. En fonction des étapes de vie, c'est une vitrine. Quel métier tu veux exercer, dans quelle maison tu veux vivre en fonction de tes moyens. Tu n'as pas assez de moyens, bah, fais en sorte d'en avoir plus. Et c'est possible. C'est possible. Possible ne veut pas dire facile. Mais la difficulté, c'est comme l'apprentissage pour apprendre à marcher. Ça fait partie de la vie. Une vie sans souffrance n'existe pas. Parce que la souffrance va nous permettre de guérir. Et nous sommes là pour guérir quelque chose, pour apprendre à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est simple, toi, pour toutes les personnes qui se poseraient la question de savoir ce qu'elles sont venues apprendre, quelle est leur mission d'âme, dans ce qu'elles doivent être, bah, c'est quelles sont les difficultés. Quelqu'un qui est toujours en colère, il vient expérimenter la colère. Quelqu'un qui est impatient, vient expérimenter la patience. L'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'espoir. L'espoir provient de l'amour, pour moi en tout cas. Quelqu'un qui ne s'aime pas aura du mal à avoir de l'espoir. Quelqu'un qui ne s'aime pas aura du mal à aimer quelqu'un et à se laisser aimer. Parce que si je ne m'aime pas, je ne penserai pas que quelqu'un est capable de m'aimer. Et si je ne m'aime pas, comment je vais faire pour aimer quelqu'un? Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Comment recevoir de l'amour si je ne m'en donne pas et si j'accepte pas de le recevoir? Et toi, si j'avais un conseil à donner, je pense que je n'ai pas de conseil à donner, mais si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, c'est de prendre un temps pour savoir ce qui est bon pour soi.
Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et qu'est-ce que vous avez envie de créer? Dans quoi vous vous sentez à l'aise? C'est compliqué de faire des choix, c'est compliqué de changer de maison, trouver la bonne personne parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de ne pas y arriver. C'est parfois pas simple de savoir ce qui est bon pour soi et dans ce discernement, c'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est déjà de s'autoriser, de lâcher les interdits, les obligations. Il faut que ou j'ai pas le droit que. Si je m'autorise, je teste, j'essaye, j'y arrive, c'est génial, j'y arrive pas, c'est pas grave, je peux y arriver en plusieurs fois. Et si ça n'aboutit pas, je saurai au moins que ça c'est pas pour moi. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Parce que quand tu vieillis, quand tu grandis, si j'avais su, j'aurais fait ci. J'aurais dû essayer, merde. C'est con quoi. Ça doit être terrible ça. Ah ouais. Non. D'où l'intérêt d'essayer. Tu sais si c'est fait pour toi, ou tu sais si c'est pas fait pour toi. C'est ça qui est intéressant. C'est l'expérience qui valide vraiment. C'est dans l'expérience qu'on apprend. C'est dans l'expérience qu'on se construit. L'âme est venue faire des expériences dans la matière. Mais c'est pas simple et il faut savoir croire en soi et revenir à ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur de soi. Toujours se fier à ses ressentis et à son intuition. Toutes les informations sont en nous. C'est le principe de l'incarnation. Lorsqu'on arrive dans les petits bébés que nous avons été, il y a un reset, il y a un voile qui se forme et on doit tout réapprendre et on doit se rappeler. Mais tout est en soi. Il faut toujours partir de ce que l'on est et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas être trop dur non plus avec soi, trop exigeant, trop parfait dans le contrôle. De revenir dans quelque chose de plus spontané, plus authentique, comme les enfants, de s'autoriser à faire plein de choses, de rire de soi, l'autodérision, c'est important. De lâcher le regard des autres, les sociétés, de tout ce qu'on attend de nous, de tout ce qu'on exige, et donc qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et à partir du moment où tu écoutes ce qui est là, dans cet espace du cœur, je crois que tu feras toujours le bon choix. Maintenant, le bon choix, pour le comprendre, il faut peut-être aussi avancer avec le temps. Il y a peut-être certaines étapes à dépasser pour comprendre que tu as fait le bon choix. Et le bon choix, c'est pas toujours ce que tu espères, ce que tu attends. Peut-être que pour avoir de l'espoir, toi, au quotidien, il faut peut-être savoir regarder dans son passé et de s'enrichir de ce qu'on a traversé. Ce que les anciens font très bien. Ils nous apportent une compréhension de leur vécu qui est très optimiste et qui nous permet d'avancer. Et s'enrichir de ce qu'on a vécu, comprendre les étapes qu'on a traversées, qu'en prenant du recul sur un divorce, sur un licenciement, sur toutes mes étapes de vie, moi, qui m'ont permis tôt ou tard d'être enfin moi-même, mais j'avais besoin de passer par ces expériences qui ont parfois été dramatiques et compliquées à vivre. Là, il y a une source d'espoir. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas d'espoir dans son avenir, parce qu'il a du mal à se projeter, il faut peut-être qu'il aille chercher dans son présent, dans ce qu'il a aujourd'hui, dans ce qu'il est, et notamment dans ce qui est déjà vécu, parce qu'on a déjà dépassé plein de choses. Donc ça nous montre notre potentiel, ça nous montre tout ce qu'on est capable de faire, et là il y a de la confiance en soi à aller récupérer, de l'estime de soi, de l'amour propre, et qu'on est capable de faire face aux épreuves, et qu'on est plein de ressources, mais tous plein de qualités, plein de capacités. Donc quelqu'un qui n'aurait pas d'espoir aujourd'hui, c'est regarder dans son passé pour aller chercher ses sources d'espoir. Parce qu'on a tous réussi plein de choses. C'est quoi l'espoir en soi? Si ce n'est quelque chose, d'arriver à faire quelque chose et d'une vie meilleure. On l'a tous en fait, l'espoir en soi. On a tous envie d'une vie meilleure. On aspire tous à quelque chose de plus romantique, de plus glamour, de plus grand, de plus gros, d'avoir plus quelque chose. On a tous de l'espoir en soi. Mais c'est quoi l'espoir? Si ce n'est cette envie d'avoir quelque chose de mieux. Et on l'a tous. L'envie d'être heureux, l'envie d'une vie meilleure. On a tous cet espoir en soi. Encore faut-il se brancher dessus. Qui te laisse penser que tu n'es pas à la hauteur et que tu peux toujours faire plus. Ah, je me suis complètement perdu. Lise Bourbeau a fait un travail exceptionnel qui s'appelle les 5 blessures de l'âme, où elle répertorie, elle répertorie
Ça fait Moi qui parlais de bêtisier, tu vois, c'est parfait. un bon